Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire autour de la marque employeur. Vous l'avez compris, on va parler de recrutement et on va se poser une question aujourd'hui, tous les trois présentateurs, sur pourquoi tout se joue avant la première candidature. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné de Florent et de Marie. Je vais laisser tout d'abord Florent se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Florent, je suis le dirigeant et le fondateur de We Feel Good, qui est une agence de communication RH. Et puis, à côté, je suis podcasteur avec un podcast qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça. Donc, on vous invite à aller voir le podcast de Florent, À l'écouter surtout, à à l'écouter. l'écouter. Bonjour à tous, moi c'est Marie Depinois, je suis chef de produit ATS chez Kelio et j'ai en charge toutes les belles fonctionnalités qu'offre l'ATS dont on va vous parler dans cet épisode. Et donc, pour ma part, Thomas Pierneau, je suis directeur produit talent chez Kelio. Je travaille avec Marie sur les fonctionnalités autour de notre ATS. Alors, on va vous représenter rapidement le contexte du recrutement aujourd'hui. Je pense que je vais rien vous apprendre. On a un marché de l'emploi qui est sous tension. On est dans une guerre des talents, de la concurrence des entreprises pour retrouver les meilleurs talents dans leurs équipes. Et puis, on a aussi, et ça c'est depuis quelques années, post-Covid, je dirais, on a une montée du choix du candidat pour choisir son entreprise. Il y a plein de critères qui viennent en ligne de compte au-delà du salaire, au-delà des missions, dont on va parler un petit peu plus en détail juste après. Alors, du coup, je vais lancer un tout premier sondage pour voir un petit peu où vous en êtes de ce côté. Donc, je vais lancer le sondage. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Dites-moi s'il y a des soucis. Pardon, c'est pas le bon. Ah, excusez-moi. Attendez 2 petites secondes. Je me suis trompé, je pense. Voilà. Excusez-moi, je me suis trompé dans le sondage. C'est le premier sondage, c'est est-ce que vous disposez actuellement d'une stratégie marque employeur formalisée? Donc, soit c'est oui, complètement, soit c'est partiellement, soit c'est non, soit vous ne savez pas s'il y a une stratégie de marque employeur qui est mise en place au sein de votre entreprise. On va attendre quelques secondes le temps que vous répondiez. On voit qu'on a une tendance qui est plutôt sur du partiellement. Quelques actions sont mises en place, mais pas forcément complètement claires et structurées. Ça continue de voter un petit peu. Bon, je laisse les votes ouverts pour ceux qui seraient un petit peu en retard, mais du coup, on a plutôt une tendance effectivement à donc ce qui l'emporte, c'est le partiellement, quelques actions sont mises en place, soit non, il n'y a aucune démarche d'engagé. Je dirais que la minorité, c'est soit je ne sais pas, soit oui, elle est claire et structurée. Donc, on voit que il y a peut-être de la maturité à acquérir sur cette notion de marque employeur. Alors, justement, on va passer aux échanges. Florent, je t'invite à répondre à quelques questions que j'ai à te poser, notamment sur le changement de paradigme dans le recrutement. Donc ça, c'est
notre premier volet. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais on va retenir quelques-uns, notamment un candidat sur deux ne postule que s'il a une bonne perception de l'entreprise. Et à côté de ça, on a quasiment 90% des candidats qui lisent les avis et les évaluations des employés, pourquoi pas, qui sont au sein de l'entreprise, les avis externes, avant de postuler. Donc, ils se renseignent en fait sur l'entreprise avant de postuler. Alors, du coup, ça m'engage une première question, Florent. Donc, tu parles souvent dans tes podcasts ou sur tes articles dans LinkedIn d'un renversement des rôles dans le recrutement. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour les entreprises et pour les recruteurs? Ouais, très concrètement, ce sujet, cet inversement des rôles, c'est, je dirais, amplifié depuis le post-Covid et puis perdure. Alors, je vais mettre un peu de bémol parce que le marché de l'emploi est un petit peu moins bon depuis quelques mois, mais quand on regarde, c'est quand même limité à quelques fonctions. Il y a encore beaucoup de métiers où ça reste extrêmement compliqué, l'industrie, l'hôtellerie, la restauration, la logistique, les métiers de la santé, les métiers du service à la personne, il y a encore énormément de difficultés. Et oui, aujourd'hui, très concrètement, les candidats clairement choisissent avant de postuler. Ils se permettent effectivement de comparer les entreprises comme des marques de communication, comme si effectivement ils étaient devant leur site d'e-commerce en train de choisir, et ils ne se gênent pas pour ça. Et tu en as parlé, effectivement, les avis, les réputations pèsent aujourd'hui des fois plus que l'offre d'emploi elle-même. On peut penser aux avis en ligne, bien sûr. On peut aussi penser, bien sûr, au traditionnel bouche à oreille, aux réseaux sociaux. Et ça, c'est un véritable sujet, un véritable enjeu pour beaucoup de marques aujourd'hui, avec une nécessité aujourd'hui pour les recruteurs. Donc, je dirais de séduire autant que d'évaluer. L'évaluation reste importante. L'idée, ce n'est pas de recruter les premières personnes qui passent, c'est effectivement d'avoir ce filtre de sélectivité qui devient important. Et donc, ça passe par un bon process, on y reviendra tout à l'heure. Avec clairement, et ça va être l'axe central de notre échange, une expérience candidat qui est décisive aujourd'hui. Quelque part, elle est vue comme un avant-goût de la culture interne de l'entreprise. Et je vais citer un chiffre qui n'était pas là, mais que Yago avait analysé dans sa dernière enquête, où 87% des candidats, des répondants à l'enquête, en tout cas, estiment que l'expérience qu'ils vivent en tant que candidat reflète la façon dont l'entreprise va traiter les salariés ensuite. Donc, inutile de vous dire que si votre expérience candidat n'est pas à la hauteur, certes, vous allez faire fuir, mais vous allez peut-être ne pas fidéliser non plus. Donc, on va revenir sur tous ces points. Complètement. L'autre question, c'est quels signaux les candidats ils scrutent avant même de postuler? Ouais. Alors, je vous en ai listé 4, on va y revenir. D'ailleurs, si vous pouvez, en commentaire, si vous avez des avis différents, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra évidemment avec plaisir. Sur tout ça, c'est aujourd'hui ma vision, mais j'ai le droit de me tromper. En tout état de cause, clairement, réputation en ligne, avis. Les avis Glassdoor, les avis Indeed, ils jouent un rôle clé aujourd'hui. On a des clients, je pense à un client que je n'ai pas le droit de citer, mais qui est dans le monde dans l'ameublement, dans le B2C que vous connaissez tous. En travaillant ce sujet, ils se sont rendus compte, ils avaient une note de 3,2 sur Indeed Glassdoor, que ça avait un impact recrutement, mais aussi un impact business pour eux. Donc, c'était pas neutre. On les accompagne, maintenant ils sont à 4 et des brouettes. Donc, on a réussi à transformer les choses, mais il y a un véritable sujet sur la réputation en ligne. Un critère qui est scruté par les candidats, bien sûr, une culture d'entreprise. Alors, afficher, c'est joli, mais vécu. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est dit doit être réalisé. C'est pas juste, on se dit, on affiche des jolis mots au mur. C'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans mon entreprise qui prouve les mots derrière la culture d'entreprise. Donc, ça, c'est un véritable point. Un sujet clé aujourd'hui et qui est en numéro 1 sur toutes les enquêtes en 2025, la transparence sur la rémunération, les conditions de travail. Je ne vais pas vous faire un topo sur la loi et la législation sur la rémunération, mais on a perdu Thomas.
mais je vais continuer. Je vais continuer quand même. Voilà, donc ce sujet des infos concrètes sur le salaire, sur les conditions, sur le télétravail, l'équilibre vie pro, vie perso sont clés. Et puis, les engagements RSE vont être des critères de choix. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être des critères numéro 1 de la part des candidats, mais ils vont être décisifs quelque part quand ils vont devoir arbitrer, par exemple, entre plusieurs axes. Le retour de Thomas. Et de la même manière, j'anticipe le slide que tu vas présenter, Thomas, pour ne pas perdre de temps. Effectivement, ce qui fait fuir aujourd'hui un talent clairement en un clin d'œil, c'est l'offre floue ou le jargon incompréhensible. Arrêtez les offres d'emploi qui commencent entreprise leader de quelque chose. Moi, ma boîte, on est 5. Je suis l'entreprise leader de la marque employeur sur Rennes. Hein. Super, mais on est 5. Donc, ce que je veux dire par là, on est tous leaders de quelque chose. Donc, surtout, ne commencez pas par vous dans une offre d'emploi. Commencez par parler, par des techniques marketing, en posant des questions, parler à vos auditeurs, à vos potentiels futurs candidats. Ensuite, on viendra à un site carrière daté. Hein. Si ça respire 2005, c'est gentil, mais on est en 2025, donc à un moment, il faut passer la seconde. Il faut bouger votre DSI ou votre DG si c'est pas le cas. Mais ça peut tuer la confiance aussi en un instant. C'est juste ça qui est important. Et puis, j'ai déjà dit, mais les slogans qui sonnent creux face à une réalité qui est différente, qui peut être facilement vérifiable, entre autres par les avis Indeed, Glassdoor, par les candidats. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Voilà. Et puis, quand on dit mauvaise réputation, on a tous reçu des avis négatifs. Ça peut arriver, tout le monde n'est pas parfait. Par contre, si vous en avez, répondez à ces avis négatifs parce que ça prouvera effectivement déjà que vous êtes une entreprise à l'écoute. Et secondo, ça réduit clairement la tension et l'image que vous pouvez dégager. Voilà, tout ça, je pense que c'est vraiment les quatre axes majeurs pour fuir aujourd'hui. J'ai une question super intéressante, Florent, de Eva, qui nous demande, alors on est un peu en lien avec l'inclusion. Est-ce que le doublon sur une offre d'emploi de mettre chargé EE ou chargé de mission a un impact différent que un titre plutôt chargé de mission femme/homme, quoi? C'est une excellente question. J'ai eu la chance avant de créer We Feel Good d'être patron d'un cabinet de recrutement pendant 6 ans avec plusieurs dizaines de consultants. Donc, c'était un sujet effectivement indispensable et majeur. Et c'est une question qui revenait assez couramment chez nos clients de manière très, très sincère. Je reste convaincu que la deuxième solution suffit. Nous, on rajoutait femme, homme, X. Sur toutes nos offres d'emploi. On l'a fait parce que ça suffisait, c'était OK pour nos clients, c'était OK pour nos candidats. Et on n'a jamais eu de débat sur le sujet avec des candidats sur ce point. Je trouve que c'est plus facile à lire. Voilà, c'est aussi c'est très personnel comme avis. Et puis surtout, en termes de référencement, je pense que c'est quand même plus simple dans les sites d'offres d'emploi, dans les job boards, etc. Donc, moi, mon conseil, c'est de mettre femme, homme, X. Après, chacun est libre. Par contre, c'est hyper important de le faire, y compris sur des métiers où, malheureusement, on sait que c'est très genré. Je pense à de l'assistant de direction où je vois encore des annonces assistantes de direction parce que oui, 99% des assistants de direction sont des assistantes. Néanmoins, d'abord, il y a une loi. Et puis, au-delà de la loi, c'est juste de bon sens de travailler son inclusion de bout en bout, quoi. Complètement. Et puis, on peut peut-être conseiller aussi dans le corps de l'annonce, de mettre un pavé un petit peu plus important sur l'égalité des chances et ainsi de suite dans le processus de recrutement. De le rappeler et si on le rappelle, bien sûr, de le faire. Oui, voilà, bien sûr. C'est une évidence. Très bien. Et on avait un dernier sujet sur ce changement de paradigme, c'est du coup, est-ce que toutes les entreprises peuvent ou doivent jouer le jeu de la séduction ou seulement certaines, dans certains secteurs, peut-être qui sont plus en tension?
je pense que tout le monde est concerné. Alors, c'est vrai que si vous êtes dans une entreprise qui peut-être recrute moins en ce moment, vous allez vous dire c'est moi ma priorité, etc. Et ça peut se comprendre. Attention, revers de la médaille. Hein. Moi, j'ai vraiment vécu, ça fait depuis, j'accompagne des entreprises sur ces sujets de marque employeur, de communication RH depuis 2016. J'ai vu des entreprises en 2020, deuxième partie de 2020 et début 2021 se réveiller sur le sujet et qui en 2019 me disaient ah, mais non, de toute façon je ne recrute pas, c'est pas pour moi. Et quand ils se sont retrouvés, comme tout le monde a recruté massivement, c'était extrêmement compliqué en urgence de soigner sa marque employeur. La marque employeur, je le rappelle, c'est un temps long. C'est comme des sujets de RSE, c'est comme des sujets de qualité de vie au travail. Voilà, ce sont des sujets qui se décrètent pas parce qu'on appuie sur un bouton. Je voyais le sondage. Le sondage, il reflète totalement nous ce que l'on vit à échelle plus grande. Beaucoup d'entreprises ont déjà entrepris des actions. Hein. Rares sont les entreprises qui n'ont rien fait, mais c'est une somme d'actions sans une réelle stratégie derrière. Et ça peut être dangereux, effectivement, le jour où vous avez besoin de recruter massivement ou d'être en compétition avec des concurrents qui, eux, ont soigné effectivement ce sujet depuis des mois, voire des années. Donc, c'est pour tout le monde, qu'on soit une PME, qu'on soit un grand groupe. Regardez, même l'armée, que tout le monde connaît, passe régulièrement des spots TV. Oui. Donc, ils soignent le marque employeur et des PME peuvent le faire. Les PME, si vous travaillez dans une PME, vous avez d'autres atouts. Vous n'aurez peut-être pas effectivement les possibilités financières de grands groupes, mais vous avez des choses très concrètes d'authenticité, de proximité, de simplicité, de terrain, etc. Et donc, il faut penser à tout ça, en fait. Super. Merci, Florent. Alors, on enchaîne sur la partie ATS et donc Kelio et la possibilité de soigner justement votre marque employeur au travers de notre outil. Mais avant de commencer à parler de comment travailler votre marque employeur au travers de l'ATS, Marie, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un ATS ? Alors, un ATS en anglais, Applicant Tracking System, mais littéralement, ça veut dire un outil de gestion des candidatures. Donc, on n'a pas fait de sondage pour savoir qui en est doté, mais dans les grandes lignes, un ATS, ça sert à quoi ? Ça sert à créer et diffuser des offres d'emploi sur vos différents canaux, que ce soit des canaux corporate comme le site carrière, ou sur des job boards qui sont soit généralistes, soit spécialisés dans un secteur. Ça sert à engager les candidats dans un processus de recrutement, que ce soit de la lecture de l'offre jusqu'à une expérience un peu plus immersive en fonction de ce que la marque souhaite faire vivre aux candidats. À travers un ATS, les recruteurs et les RH traitent bien sûr les candidatures qui affluent, mais également tout ce qui est communication avec les candidats, donc les refus, l'avancement dans le processus de recrutement, la gestion des entretiens, la validation des candidats et ça peut aller jusqu'à la promesse d'embauche. Et bien sûr, tous ces processus de recrutement sont analysés grâce à des indicateurs statistiques. L'ATS propose d'optimiser en continu les processus de recrutement, d'optimiser la marque employeur grâce à des indicateurs et des dashboards statistiques. Donc, à partir d'un ATS, on peut travailler son site carrière et comme le disait Florent, à l'image de l'entreprise, il faut vraiment qu'il reflète l'entreprise et ce qui est vécu par les candidats et ensuite les salariés. Donc, une navigation simple, claire et bien sûr mobile friendly. Aujourd'hui, je pense que c'est plus de 70% des offres. Ouais, on a des soucis. Pardon pour le son. Donc, une expérience mobile agréable pour les candidats, bien sûr, des contenus vivants. Je pense que tu peux commencer à montrer un petit peu les exemples que nos clients ont réalisés via Kelio ATS, donc qui sont extrêmement créatifs et surtout simples à mettre en place. Une charte graphique, par exemple ici avec La Redoute, qui reflète ce qui est aussi visible sur le site e-commerce de la marque. Donc, on retrouve les codes de La Redoute.
Ensuite, on a l'exemple de, j'ai oublié la slide suivante, c'est MNH, qui également, on retrouve tous les codes graphiques de la marque et qui présente de manière simple et efficace les différentes marques qui composent le groupe. On a des exemples de sites, on va dire des marques avec des entreprises avec moins de salariés comme Clinitex, mais qui est quand même l'un des leaders dans le nettoyage en entreprise et qui véhicule des photos des collaborateurs, ce qui peut donner, ce qui participe au caractère humain que reflète leur site carrière. Ou encore, on a d'autres exemples comme ici Capsum, qui, on le voit sur la droite, présente les différents membres de l'équipe. Donc, comme le disait Florent, quand on est une PME, on a aussi la possibilité de créer du lien en présentant l'équipe qui va travailler, l'équipe commerciale, avec un lien vers leur page LinkedIn ou même une citation. Donc ça, c'est le choix qu'a fait Capsum ici, d'avoir la petite phrase clé de chaque salarié. Ensuite, on a Altoneo qui, eux, ils ont plutôt opté pour l'intégration maison, mais ils diffusent tout de même leurs offres via Kelio ATS. Donc, on a plusieurs modes de création et qui, là, on le voit, est totalement libre. Ils ont laissé libre cours à leur agence de communication. Et ensuite, on a un exemple avec Fruits Rouges, il me semble, qui est une coopérative et qui là, transmet également les valeurs ou la culture RH avec des photos, des textes, le tout dans la charte graphique de la marque. Donc, on voit ah oui, Pimki également, pardon, dans le prêt-à-porter, qui via des pages extrêmement graphiques, transmet également les valeurs et les offres d'emploi pour les candidats. Donc, j'ai profité, Marie, d'ouvrir un petit sondage sur possédez-vous un ATS, vu que tu en as parlé. Et donc, c'est assez incroyable, c'est que vous êtes quasiment 90% dans le chat à ne pas posséder de ATS. Alors, on a des soucis de micro. Je ne sais pas ce qui se passe. On t'entend bien, Thomas? Je t'entends bien. Ouais. Énorme bruit parasite. Je ne sais pas si vous l'entendez, l'audience. Très bizarre. Hein. Bon, bref, on va passer et pour le désagrément. Du coup, j'avais également ouvert un autre sondage qui était est-ce que votre site carrière vous permet aujourd'hui de refléter l'ADN de votre entreprise auprès des candidats. Donc, vous aviez déjà commencé à répondre. Vous pouvez continuer à répondre. Là, on est sur une tendance qui est plutôt pas du tout. Il est assez standardisé, votre site carrière. D'autres qui nous répondent en partie, mais il y a des limites dans le fait de refléter l'ADN de l'entreprise. Donc, ça, c'est un sujet qu'on va traiter juste après. Qui est de comment construire et justement valoriser votre marque employeur. Donc, encore quelques chiffres. 75% des candidats qui prennent en compte la marque employeur avant même de postuler. Tu as parlé, Florent, de l'armée. C'est un excellent exemple, je trouve. Je trouve que dans la communication qu'ils font, chez les jeunes, ça peut inciter des vocations. Et puis, on a également 80% des candidats qui souhaitent rejoindre des entreprises avec une marque employeur forte, justement parce que, comme tu le disais très bien, Florent, tout à l'heure, ce côté marque employeur reflète un peu aussi l'ADN de l'entreprise et puis
comment ils vont traiter les collaborateurs au quotidien ensuite. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, on va passer justement du coup aux questions. Donc, pourquoi vraiment aujourd'hui une bonne marque employeur? Alors, une bonne marque employeur aujourd'hui, très concrètement, il n'y a pas 50 sujets, pour moi, il y en a 4 que j'ai ici, que j'ai préparé quand j'ai préparé. C'est-à-dire autant. Je m'excuse, Florent, je pense que c'est ton micro qui a un problème. Ah. Vous m'entendez plus du tout? C'est juste que quand tu bouges, en fait, ça vient faire des frottements ou quelque chose. Est-ce que tu peux essayer sans ton casque par hasard? Je ne bouge plus. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, oui, parfaitement. Super. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Navré, excusez-moi. Donc, quatre sujets qui sont pour moi clés. Clairement, un, l'authenticité. C'est-à-dire que, et ça je l'ai dit et je le redis et je le dis à tous mes prospects, clients, contacts, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites, mais ça doit être aligné entre les deux. C'est basique, mais ce n'est pas toujours le cas et c'est catastrophique quand on annonce des choses et qu'on ne les respecte pas. Bien sûr, pour la marque employeur, mais ça a aussi d'ailleurs des catastrophes en interne, hein, de manière très claire. Secondo, humaine. Marie en a parlé, sur un site carrière, effectivement, des photos, des vidéos de collaborateurs, de véritables collaborateurs, hein, éviter l'IA, éviter des comédiens. Oui. C'est des demandes que l'on a, hein, donc je peux vous dire que ça existe. Non, vous avez des collaborateurs. Voilà, hier, j'étais dans une entreprise, un bailleur social, qui est un client qui s'appelle Domanis, qui est à Auxerre, par exemple. Nous, on les accompagne effectivement sur ces sujets. Ils ont été extrêmement surpris, le directeur com était extrêmement surpris quand il a fait un appel au peuple de ses collaborateurs en disant qui est OK pour que sa photo, son image soit sur le site carrière. Il pensait avoir personne et en fait, il a été plutôt dans le choix tellement il a eu de demandes. Donc, ce qui était vraiment chouette. Voilà. Donc, mettez en avant les collabs plus que le logo de votre boîte, hein, clairement. C'est les meilleurs ambassadeurs finalement de l'entreprise et Mais oui, de toute façon, on croit plus un collaborateur qu'un DIRCOM ou un DRH. Parce que le DIRCOM ou le DRH, il est juste payé pour dire que sa boîte, c'est la meilleure du monde. C'est ça. Le collaborateur, lui, il n'est pas payé pour ça. Donc, il va le faire avec spontanéité et cœur s'il en est conscient. Si, en tout cas, s'il l'assume. S'il l'assume pas, il ne va pas le faire. Voire même, il peut être détracteur. Autre sujet. Donc, soyez transparent. On l'a dit. Ça peut être transparent, par exemple, sur le parcours candidat. Je vois des entreprises qui ont des bonnes pratiques qui expliquent qu'effectivement, chez elles, par exemple, tous les CV sont traités sous 48, 72 heures, une semaine. Le chiffre importe peu, mais si vous annoncez un chiffre, respectez-le. Et par contre, rien que l'annoncer, ça rassure. Mettez-vous à la place, effectivement, de vous qui achetez un objet sur un site d'e-commerce. Quand on vous dit peut-être qu'on vous l'envoie un de ces jours, ça vous intrigue. Par contre, si on vous dit que vous allez le recevoir sous 8 jours, 15 jours, 3 semaines, vous allez peut-être râler parce que 8 jours, 15 jours, 3 semaines, c'est trop long pour vous, mais vous avez l'info. Voilà. Et puis, bien sûr, soyez avec une marque employeur engagée, c'est-à-dire avec des preuves concrètes d'impact qui vont faire la différence auprès de vos compétiteurs en termes de recrutement. Tout le monde a des différences, quelle que soit la taille de sa boîte. Et ça, il faut les assumer, les affirmer pour se différencier. Sinon, c'est une marque employeur banale et qui ne va pas attirer et qui ne va pas discriminer quelque part positivement les bons candidats qui ont le fit culturel avec vous. Alors, si on parle maintenant des ingrédients indispensables pour qu'une marque employeur elle soit finalement crédible. Clairement, une cohérence, aligner discours vécu. Moi, la parole donnée aux collaborateurs, pas seulement à la com, j'y crois beaucoup. Hein. C'était le sujet d'ailleurs que j'avais de mon intervention hier chez mon client. On était en train de travailler sur une démarche de salariés ambassadeurs. Hein. C'est une entreprise de 150 personnes. Vous voyez, on avait une quinzaine de volontaires sur 150 qui veulent être salariés ambassadeurs et des volontaires qui ne travaillent pas forcément au RH et à la com. Hein. Ce sont d'autres métiers. Voilà. Et ça, ça a un poids extrêmement fort. Si vous avez des preuves de, je sais pas, d'action, de labels, de chiffres,
des choses qui sont simples, compréhensibles par les candidats. Attention au jargon RH qui ne parle pas toujours. Il faut pas hésiter. Et puis d'avoir une communication régulière, c'est-à-dire dans la durée. L'idée, ce n'est pas d'avoir une communication juste coucou, c'est notre nouveau site carrière, puis après, il ne se passe plus rien pendant 2 ans. Il faut travailler effectivement à gérer un plan éditorial, même assez simple, de communication régulière, avec bien sûr de la transparence, que ce soit sur votre site carrière, mais aussi bien sûr sur vos réseaux sociaux ou sur un réseau social si vous ne souhaitez pas être sur plusieurs. Voilà, donc en tout état de cause, c'est hyper important. Une marque employeur, nous, quand on accompagne une entreprise, une marque employeur, c'est quelque chose qui va vous accompagner pendant 3 à 5 ans environ. C'est quelque chose d'assez long. Donc, ça nécessite effectivement de répéter, d'expliquer, de prouver, hein, etc. Donc, des actions qui vont être alignées avec votre marque employeur dans la durée. Et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Super. OK. Alors, via les sondages qu'on a pu lancer, on a vu que tout ce qui était stratégie de marque employeur, etc., c'était que partiellement, en majorité, partiellement maîtrisé au sein de nos auditeurs, pardon. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais? Donc, par quoi commencer quand on est au zéro, ou alors qu'on veut relancer une sorte de dynamique au sein de cette marque employeur? Ouais. Sincèrement, si vous voulez le faire sérieusement, il y a un minimum un minimum de process à respecter. Trop souvent, je vois la 4e ligne. Je vois des actions visibles, des boîtes qui ont, et même des très belles entreprises, hein, qui ont lancé des très belles actions, qui ont été pour certaines très onéreuses. Je dis, ouais, mais on n'a pas de ROI. Bah ouais, mais en fait, ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Et donc, les candidats, les candidates ne comprennent pas forcément. Donc, si vous voulez souhaiter démarrer des actions marque employeur ou relancer une action marque employeur, faites un diagnostic honnête de l'existant. Hein. C'est-à-dire, concrètement, demandez aux collaborateurs ce qu'ils ont vécu. Nous, quand on accompagne, on va demander aux collaborateurs, on va demander aux anciens collaborateurs, ceux qui sont partis. On va demander aux candidats, on va demander aux anciens candidats. En fait, on va faire un 360 pour comprendre effectivement comment est perçue l'entreprise. Typiquement, entre les valeurs pensées par un codir et vécues par un collaborateur au siège ou un collaborateur dans un entrepôt ou dans une usine ou qui est à 500 km du siège, il y a des écarts. Et c'est là où il faut effectivement travailler. Ensuite, c'est le deuxième sujet. Donc, on va, et c'est lié au premier, en diagnostic, impliquer ses collaborateurs pour capter la réalité vécue, ce qu'ils comprennent. Et puis, on va travailler sur un récit clair et différenciant. OK, mais qu'est-ce qu'on raconte aux candidats, aux candidates? Ça, c'est quelque chose qui est clé. C'est de travailler le message communiqué en interne et en externe. J'insiste bien sur les deux parce que la marque employeur touche les deux populations. Donc, il faut que ce récit soit clair, soit différenciant, soit prouvé. Et là, en parallèle, vous pouvez lancer quelque part des actions ou des micro-actions visibles rapidement avec des petites actions qui vont avoir chacune effectivement un retour sur investissement rapide et immédiat. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir monter effectivement en gamme sur les actions pour arriver à quelque chose de très structuré dans la durée. Voilà, donc c'est important d'avoir ces étapes pour réussir en tout cas une action marque employeur. Ça, c'est sûr. Alors toi, tu accompagnes beaucoup d'entreprises sur le sujet. Et du coup, si tu pouvais donner quelques conseils sur les pièges à éviter justement autour de la marque employeur. Ouais, déjà croire que la marque employeur c'est juste de la com, c'est pas des campagnes de com la marque employeur. Ça peut être une déclinaison d'une stratégie de marque employeur, une campagne de com. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, une stratégie. Ce qu'il faut, c'est travailler effectivement le fond. Et c'est un sujet qui va toucher la direction générale, les ressources humaines, la communication, effectivement, les managers recruteurs, etc. Et ensuite, une des déclinaisons est de la communication. Et trop souvent, on pense que faire de la com, c'est travailler sa marque employeur. Pas du tout. Deuxième chose,
ne copiez pas les pratiques des autres, de vos compétiteurs. Ils ont chacun à son histoire, son ADN, ses objectifs, sa stratégie. Donc, regardez bien sûr ce que font vos compétiteurs. Oui, il faut être en veille, il faut s'intéresser à son marché, c'est clé. Par contre, de copier les autres, non, ça ne marche pas. Soyez vous-même, soyez authentique et osez travailler sur vous-même. L'autre piège que je vois beaucoup, c'est promettre plus qu'on ne peut délivrer. Ouais, on va dire qu'on est les meilleurs du monde, etc. Non, personne n'est les meilleurs du monde. Aucune boîte. Ni Kellyo, ni We Feel Good. Non, pas très clair. Donc, par rapport à ça, c'est assumer qui on est, se dire là-dessus, je sais que je suis bon, je sais que je peux le prouver, donc j'en parle. Là-dessus, je sais que je ne suis pas bon, donc je ne vais pas en parler, et en plus, je vais le bosser. Parce qu'il faut s'améliorer, quoi. Voilà. Et ça c'est hyper important. Et puis, dernière étape, et ça, c'est clé, quand une marque employeur, elle est validée, travaillée, je dirais adoubée par le CODIR, le COMEX, les ressources humaines, la com, avant de faire le kéké sur les réseaux sociaux, le premier sujet, c'est d'embarquer en interne. On embarque les managers, on embarque les collaborateurs, on dévoile la marque employeur en interne, on l'explique, on l'inclut même dans des process d'onboarding. C'est ce que je vois moi, dans des entreprises qui sont très avancées. Et ensuite, on peut se permettre effectivement de lancer des campagnes de communication externe pour attirer soit plus de CV, soit des CV mieux qualifiés par rapport à nos objectifs. Ça marche. Super. Alors du coup, Marie... J'ai deux chats qui sont à mes pieds qui demandent à sortir. Donc, si je ne veux pas qu'ils viennent sur mon bureau, je vais les sortir. Pas de souci. Donc, ouais, je te laisse la parole, Marie. J'aurai une question ensuite à te poser du chat. Juste une petite illustration de ce que vient d'expliquer Florent avec certains des clients de Kellyo ATS qui ont mis en pratique justement et qui ont exploité le site carrière dans son ensemble, puisque par exemple on voit ici Tape à l'œil qui explique de manière imagée et dans son langage leurs différentes valeurs. Donc, croyance, mission, positionnement, personnalité, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est important pour cette marque, qui l'exprime et qui est exprimé très leur page sur leur site carrière. Les activités, bon là c'est plutôt clair sur le site de EDF et ENR. Et on a un exemple de page offre également avec on le voit pas très bien sur l'écran, quelques emojis dans l'offre d'emploi par ECCS, qui est l'un de nos clients, et qui reflète la culture de l'entreprise. Alors justement, on a une question qui est très en lien, Marie, dans le chat. C'est est-ce que Kellyo, l'ATS de Kellyo permet de reporter l'image d'entreprise directement dans les job boards, quand on vient diffuser sur les job boards, ou est-ce que du coup, la diffusion via les job boards, elle est redirigée systématiquement vers le site carrière, vers Kellyo ATS finalement? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu des job boards. Certains sites d'emploi vont récupérer les éléments que l'ATS envoie, donc l'image que l'on peut voir sur l'offre d'emploi, mais également une petite vidéo qui est intégrable également dans la page de l'offre d'emploi. Donc, certains job boards vont le reprendre, d'autres vont rediriger et le candidat pourra visualiser et s'imprégner des contenus directement sur le site carrière de l'entreprise. Donc, le job board a le dernier mot, mais côté Kellyo ATS, on envoie ces éléments pour qu'ils soient repris. Ça va du titre et jusqu'à la catégorie de l'emploi et du métier pour que ce soit facilement trouvable par le candidat. On vous montrera quelques exemples aussi au travers du tunnel de candidature oui. Où on peut aussi continuer à travailler sur la marque employeur. Du coup, je vous propose de passer à un autre sujet qui est l'expérience candidat et son impact dans le recrutement.
Je passe assez rapidement sur les chiffres, puisqu'on va les détailler après, et puis vous les aurez dans la présentation. Juste un chiffre important, 8 candidats sur 10 qui partagent une expérience positive avec leur réseau professionnel. Si on devait retenir une, je pense que ce serait bien ce chiffre qui est assez marquant. Alors, du coup, Florent, on va passer à la partie expérience candidat, qu'on en parle énormément, au moins autant que la marque employeur. Mais du coup, pour toi, c'est quoi concrètement l'expérience candidat? Alors, l'expérience candidat, c'est le parallèle pour moi de l'expérience client que l'on peut tous et toutes vivre sur un site d'e-commerce, par exemple, quand on achète. C'est quoi? C'est d'abord toutes les interactions que l'on a avec une entreprise. Je dirais du premier clic, du mail d'accusé de réception jusqu'à l'entretien final et l'embauche. C'est un process qui est fluide, qui est clair et fluide, qui est transparent sur toutes les étapes. Je pense que ça, c'est clé. Un respect du temps et de la communication avec le candidat, pardon. D'oser afficher effectivement les aspects timing, de les respecter, évidemment. Je pense que ça c'est clé. Il n'y a rien de pire pour un candidat de ne pas avoir de nouvelles suite à une candidature. On peut être en retard quand on recrute, mais il faut mieux le dire, tout simplement. Et puis, quelque part, c'est l'expérience candidat, c'est le ressenti global. Et ce qui fait que l'expérience candidat, et c'est ce qu'on se disait au tout début, va donner envie ou pas de postuler, oui, de s'intégrer et de rester. Voilà. Parce que c'est ça qui va faire que c'est une réussite. Voilà. Donc c'est quand même pas mal de choses ensemble et c'est assez complexe en même temps à travailler. Complètement. Alors du coup, qu'est-ce qui marque le candidat, que ce soit en bien, en positif ou en négatif? Ce qui va marquer positivement, ce qui va vous démarquer. Et dites-vous que ce qui est écrit là sur l'aspect positif, c'est une minorité d'entreprises qui le fait, qui le respecte. Donc, si vous le faites, vous vous démarquez très fortement par rapport à vos compétiteurs. Donc, une com qui est rapide, qui est claire, qui est transparente, un processus simple. Pourquoi multiplier les étapes de recrutement alors que des fois, en 3 entretiens, c'est nickel. Bien sûr, des entretiens, ce que je dis banal, mais il y a encore beaucoup de sujets, des entretiens humains, respectueux, bienveillants. Et puis surtout, si vous refusez d'aller plus loin qu'un candidat, et c'est votre droit, et ça fait partie du job de recruteur ou de RH, un feedback. Apporter un feedback constructif à une personne qui a passé un ou des entretiens avec vous, c'est le minimum. Alors, vous n'allez pas faire le même feedback avec quelqu'un qui n'a pas passé l'entretien, évidemment, mais sur quelqu'un qui a passé des entretiens, c'est juste pas possible de juste lui envoyer un mail pour lui dire que c'est non. Voilà, il faut faire attention à ça. Donc, vous avez effectivement ce qui marque négativement, qui sont les pendants. Je pense qu'il y a un véritable sujet. Bien sûr, RH, recruteur, on doit être formé au recrutement, mais les managers, vos managers qui recrutent, ne sont pas toujours formés et ont des loupés, et très souvent inconsciemment, sans s'en rendre compte, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés. Ils pratiquent comme ils pratiquent depuis 10 ans, et sauf que le recrutement il y a 10 ans, le recrutement aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ce regard et d'oser effectivement dire à vos managers, je vais t'accompagner, je vais t'aider, je vais te reformer. Voilà. Et ça, il faut le faire en interne, il faut le faire en externe. Il y a plein de solutions, mais en tout cas, il faut le faire. Ça, c'est clé aujourd'hui. Alors, du coup, on passe à une autre question. Est-ce que tu pourras nous donner un exemple concret, ou peut-être deux, d'entreprise qui a transformé je dirais par des actions spécifiques, son expérience candidat, et puis du coup les résultats que ça a pu engendrer? Ouais, très concrètement, vous avez devant vous la Redoute avec des résultats très concrets. Je pourrais vous en citer un autre. Voilà, j'ai interviewé il y a quelques jours le directeur recrutement et marque employeur de IKEA France.
qui va bientôt être sur mon podcast. Et effectivement, aujourd'hui, c'est 240 000 candidatures par an. Et ils ont travaillé tout leur process. Par exemple, chez IKEA France, vous ne pouvez pas faire de candidature spontanée. Ça peut paraître surprenant, hein, mais sur le site, vous ne pouvez pas faire de candidature spontanée. Ils ont volontairement empêché les candidatures spontanées en travaillant leur marque employeur et en travaillant leurs offres d'emploi pour que les personnes qui sont vraiment intéressées par un poste chez IKEA, qu'ils soient à temps partiel ou à temps plein, postulent sur les offres d'emploi qui sont dans leurs magasins, leurs entrepôts ou au siège. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais ça permet effectivement d'avoir beaucoup de candidatures, mais beaucoup de candidatures aussi dans la cible visée, plutôt que des candidates, malheureusement, à tort et à travers. Aujourd'hui, ça reste possible de candidater en un clic et du coup de passer son temps à trier des candidatures qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire, quoi. Voilà, expérience candidat au top chez IKEA et voilà ce qui arrive, quoi. Donc, et du coup, si on parle des étapes critiques qui peuvent être parfois négligées. Les étapes critiques, c'est la réponse qui n'est pas assez rapide. Voilà, ça c'est clé. Quand vous avez un échange avec un candidat, n'attendez pas 15 jours, 3 semaines pour lui répondre, hein. Ça c'est évident, mais c'est encore trop souvent le cas. Il y a une véritable attente aujourd'hui des candidats d'avoir un feedback personnalisé. Ça c'est clé. Les personnes qui ont eu un entretien en velin, de ne pas travailler le temps gris. Alors, ce qu'on appelle le temps gris, c'est le moment entre l'acceptation de l'offre et l'arrivée dans l'entreprise, qui peut être très courte si la personne n'a pas de préavis, ou très longue si la personne a un préavis de 2 ou 3 mois. Ouais. Et là, pendant ce temps-là, il peut se passer beaucoup de choses. Donc ça, il faut faire très attention à ce temps gris, mettre en place des actions et puis d'avoir un suivi, évidemment, post-intégration qui est aux petits oignons. L'intégration, c'est pas juste une journée et puis après, au revoir, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est complet et qui doit être suivi dans le temps. Voilà. Il y a eu un sondage, une enquête Manpower il n'y a pas très longtemps. Il y a un tiers des personnes qui, dans les 6 mois, en CDI, 6 mois après leur arrivée dans une boîte, recherchent un nouveau boulot. Parce qu'effectivement, le suivi post-intégration n'est pas fait avec qualité, quoi. Alors justement, Marie, quand on parle d'expérience candidat, on en offre une aussi dans Kelio avec Kelio ATS. On parlait tout à l'heure de marque employeur. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le tunnel candidature? Donc, une fois que le candidat clique sur postuler finalement. Oui, alors on parlait de la Redoute tout à l'heure, c'est un très bon exemple. On a différentes étapes qui sont activables ou non dans l'ATS de Kelio. Là, on a la première étape qui est la découverte de l'entreprise en vidéo, qui est un média qui permet de découvrir beaucoup plus de choses que sur une photo ou un texte. Donc, ça immerge directement le candidat. Ensuite, on a la possibilité pour les recruteurs d'établir des questions éliminatoires ou non, et qui permettent en fait de réaliser pour le recruteur une préqualification rapide, mais également pour le candidat de d'écrire sa candidature de manière simple et rapide. Ensuite, on a la possibilité de proposer au candidat de répondre à un pitch vidéo. Bien souvent, pour des postes qui nécessitent par exemple d'être à l'aise à l'oral ou de vérifier certains soft skills, les candidats peuvent réaliser une vidéo d'une 60aine de secondes pour se présenter. Et ça permet de créer, d'humaniser en fait ce premier contact avec le recruteur. D'autant que en plus, on peut avoir une question vidéo du futur manager. Donc finalement, ça crée déjà une première interaction asynchrone, certes, mais entre le recruteur et le candidat. Et à préciser que ce pitch vidéo n'est pas obligatoire à réaliser par le candidat. Et enfin, bien sûr, le dépôt du CV pour finaliser la candidature. Donc, en quelques étapes simples, on a tout de même quelque chose une expérience qui peut être différenciante pour la marque employeur et vécue par le candidat comme quelque chose une expérience unique et adaptée au poste qu'il convoite.
Très bien, merci Marie. Alors, on passe au dernier sujet. On est un petit peu en retard. Le dernier sujet, tu en as parlé, Florent, tout à l'heure, c'est le temps gris et l'importance de l'onboarding, donc l'intégration du candidat recruté. Donc, tu as donné un chiffre tout à l'heure sur une enquête Manpower. Il y a un autre, c'est que 22% des candidats ne se présentent pas, c'est ce qu'on appelle le no-show, le premier jour de leur embauche. Et ça, c'est quand même 22%, moi, ça me paraît énorme. C'est un chiffre qui est énorme, alors qui est très dépendant effectivement des secteurs d'activité, des catégories socio-professionnelles, etc. Il faut creuser ce chiffre, effectivement, mais dans certains métiers, ça peut être extrêmement fort. Donc, tu vois, pourquoi le temps gris est un moment critique? Clairement, c'est là où le risque d'existement, il est le no-show, le fameux no-show dont tu parlais, il est élevé ou il peut être élevé, quoi. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre effectivement sur ce temps gris, c'est que le candidat, il est fragile en fait pendant cette période, parce que dans sa tête, s'il était en poste, il a démissionné, donc quelque part, il se désengage de son futur ex-employeur, même s'il y a encore pendant le préavis, et il ne s'est pas encore projeté totalement dans son nouvel emploi. Et la zone de risque qu'il peut avoir, c'est effectivement d'être appelé d'être chassé par des agences d'intérim, des cabinets de recrutement, des RH en entreprise, etc. Et de se dire, OK, ouais, j'ai signé avec l'entreprise Tartampion, mais vous me proposez aussi ça. Ah ouais, OK. Et c'est là où effectivement, ça peut paraître injuste, parce que nous, employeurs, on est engagé juridiquement quand on a signé une promesse d'embauche et un contrat de travail. Du côté candidat, c'est moins vrai. Donc, il faut absolument, effectivement, maintenir ce lien émotionnel par des actions très concrètes. On va peut-être y revenir tout à l'heure, mais maintenir le lien avant l'arrivée, parce que le candidat, il compare. Et puis, ça va lui donner aussi des signaux sur votre véritable envie de l'attirer. C'est assez horrible si vous signez un contrat de travail et puis pendant 2 ou 3 mois, vous n'avez rien, à part que vous savez que le premier jour à 9 h, il faut que vous vous présentiez à tel ou tel endroit. Mais on ne vous a même pas dit comment vous garez votre voiture, comment venir en transport en commun. C'est bête, hein, mais c'est plein de choses qui sont effectivement extrêmement concrètes qui peuvent conduire des candidats. Alors, moi, je suis allé visiter un de mes clients début septembre et je discutais avec la DRH qui me disait qu'elle a vécu un no-show au début de l'été. Son assistante RH qu'elle venait de recruter. Ils se sont contactés le vendredi soir au téléphone pour finaliser toutes les dernières démarches. Et le lundi matin, elle n'est pas venue. Wow. Donc, le no-show, quoi. Donc, je l'ai vécu en direct. Du coup, toi, qu'est-ce que tu conseilles de mettre en place, justement, pour éviter tout ça? C'est des choses, je pense, pas très compliquées pour maintenir le lien. D'abord, envoyer un message personnalisé du manager ou de l'équipe. C'est-à-dire que très concrètement, souvent, le process de recrutement, il a été vécu plutôt avec la fonction RH. Évidemment, vous avez souvent rencontré votre futur manager, mais vous ne le voyez plus. Il a disparu, en fait, jusqu'au moment où vous allez effectivement intégrer l'entreprise. Donc ça peut être effectivement extrêmement sympa que ce manager envoie un petit message ou que l'équipe envoie un message. Vous pouvez même organiser un déjeuner ou un petit déjeuner avec l'équipe, les managers. C'est très apprécié. Pas juste le jour de l'arrivée, avant l'arrivée. On est vraiment sur la période temps gris. Attention. Vous pouvez partager régulièrement des infos pratiques et ludiques, les locaux, les cultures, la vie d'équipe, l'actualité de l'entreprise, ce qui va se passer les prochains mois. S'il y a un séminaire qui est organisé dans 6 mois, peut-être déjà lui dire, alors que tu n'es pas encore salarié juridiquement, mais le 24 novembre, prépare ta date parce qu'on va partir en séminaire au Puy du Fou. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais voilà, n'importe où. Voilà, donc de créer du lien. Et comme ça, vous allez voir si le collaborateur il est toujours engagé. Parce que si effectivement vous lui envoyez des messages et qu'il ne répond pas 1 mois avant son arrivée, c'est qu'il y a un loup. Donc là, il va peut-être l'appeler et comprendre pourquoi il ne répond pas. Et d'anticiper peut-être le no-show. Parce que peut-être qu'il va vous dire qu'il ne vient plus. Bon, c'est une mauvaise nouvelle, mais au moins, vous n'avez pas attendu le jour J pour le savoir. Donc, c'est ça de gagner. Et puis, bien sûr, l'administratif, aujourd'hui, il doit être anticipé. Quand on dit administratif, c'est tous les documents doivent être signés. La signature électronique, elle est simple aujourd'hui à mettre en place.
s'il y a besoin d'un ordinateur ou des équipements individuels, d'avoir échangé avec les nouveaux collaborateurs. En tout cas, de ne pas attendre le jour J pour gérer ces sujets qui ne sont pas passionnants, qui n'intéressent pas grand monde et pas vraiment lors de l'intégration. Et ce sont des bonnes occasions pour juste échanger avec les collaborateurs et les rassurer sur le fait que le premier jour, on vous attend vraiment, en fait. Alors justement, est-ce que tu as deux exemples, un onboarding qui est complètement raté et un autre, au contraire, qui est un vrai succès? Ouais, là, je vous en ai mis un. Moi, j'en ai même vécu un à titre perso. D'accord. J'étais entreprise. J'étais RH, hein. J'étais DRH de cette boîte. Et en fait, je devais aller sur un site à Nantes. Enfin, le siège était à Rennes. Un des sites était à Nantes. Et on me dit, dans l'onboarding, en fait, ton intégration, il faut que tu la fasses à Nantes, pas à Rennes. Bon, ok, je vais à Nantes, pas de souci. Sauf que le directeur du site de Nantes, il n'était pas au courant que je venais. Donc, l'accueil l'a prévenu. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Donc, et puis, en fait, j'ai dû repartir de Nantes à Rennes pour refaire l'intégration. Truc lunaire, mais ça existe. Ça existe. Donc, j'ai mis d'autres exemples, mais c'est à peu près dans le même esprit. Et puis, des onboarding réussis, heureusement, j'en vois de plus en plus parce que les entreprises ont compris que c'était un sujet majeur. Néanmoins, il reste encore beaucoup de travail sur ce point. Le fameux kit de bienvenue avant l'arrivée, le parcours clair, le déjeuner d'équipe dès le premier jour. Tout ce qui va faire en sorte que vous vous sentez accueilli. Voilà. Quand je vois des entreprises dire chez nous, on est une famille, alors j'ai un peu du mal avec ce truc parce que je pense qu'une entreprise, ce n'est pas une famille. Il faut séparer les choses, mais on a une famille et qu'il n'y a même pas un déjeuner d'arrivée, voilà, la famille, elle n'est pas ouf, quoi. Ouais, donc, voilà. Donc, il faut effectivement travailler tous les détails. Oui, c'est vraiment ce qu'on a écrit. C'est qu'en fait, on est vraiment sur des détails. On n'est pas sur des choses majeures. On est sur des détails et les détails ont toute leur importance parce qu'on se souvient toujours du premier jour chez son nouvel employeur. Tout le temps. Voilà, tout le temps. Voilà. Le deuxième jour, on ne s'en souvient plus. Le premier, on s'en souvient. Tu as tout à fait raison. Alors, nous, on travaille aussi avec des étudiants en master RH où on organise des défis autour de Kelio. Et c'est vrai que sur cette partie onboarding, on voit souvent des belles pépites, ça fait une petite séance de créativité qui est vraiment intéressante et il y a des très bonnes idées à prendre sur cette partie onboarding. Alors justement, quand est-ce qu'il commence cet onboarding? Il commence pas le jour J. Je rabâche depuis des années là-dessus. Il commence quand le contrat de travail est signé. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vois encore des process d'onboarding et dans les process d'onboarding de boîtes avec lesquelles on travaille, qu'on audite, ça commence sur jour 1. C'est trop tard. En fait, l'onboarding, il commence largement avant le jour 1, donc, ou avant le jour J. Donc, avoir bien conscience de ça et sur vos process d'onboarding, si ce n'est pas le cas, retravaillez-les en disant « Ok, je prends en considération tout le fameux temps gris. » Et à partir du moment où la personne a signé électroniquement, idéalement, son contrat de travail, on est en 2025, je le rappelle, voilà, mettez en place toutes les actions qui vont en découler, que ce soit des actions RH, des actions management, à vous de les définir selon votre organisation. Et tu vois, nous, on parle même de pré-boarding pour toute la partie avant le jour J et de onboarding sur la phase d'intégration. Ouais, moi aujourd'hui, j'englobe tout ça dans l'onboarding, en fait. Parce que le collaborateur, le nouveau collaborateur, il a signé. Et donc, si vous ne voulez pas le perdre et si vous voulez vraiment l'engager dès maintenant, il faut oser, quoi. Tout à fait. Alors, nous, justement, dans Kelio, on fait des choses autour de l'onboarding. Donc, on permet d'orchestrer des tâches qui vont à différents acteurs de l'outil pour préparer en fait l'arrivée du collaborateur. Donc, lui, il a accès à un portail d'accueil qui lui permet d'accéder à toutes les informations utiles. Tu parlais tout à l'heure de savoir où se garer, de connaître les consignes de sécurité, de connaître pourquoi pas réserver son repas à la cantine le premier jour et ainsi de suite. Fournir ses documents aussi, ça peut être sur l'établissement du contrat de travail important de collecter des documents. Et donc, on va pouvoir le faire au travers de ce portail d'accueil Kelio.
Donc, comme je vous le disais, des tâches à réaliser, des informations pratiques, des liens externes. Je vous ai parlé de la cantine, mais on a aussi la parentalité, etc., qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et puis, pourquoi pas le plan d'accès du site et ainsi de suite. On peut avoir aussi des messages. Continuer à travailler la marque employeur, même pour les collaborateurs qui sont déjà intégrés. Donc, un mot du directeur, des témoignages des équipes, la messagerie interne aussi qui permet de fêter l'arrivée. On a aussi un widget sur le portail qui permet de dire bienvenue à cette nouvelle personne qui arrive avec sa date d'entrée. Bon, ça permet pour les collaborateurs qui sont plus ou moins éloignés de lui envoyer un petit message pour lui souhaiter la bienvenue. Voilà. Et puis, chose importante aussi, le côté réglementaire légal, c'est qu'on va intégrer un système de signature électronique à nos outils. Donc, vous allez pouvoir générer des contrats de travail directement publi-postés depuis Kelio grâce à toutes les informations qui sont renseignées du collaborateur, lui envoyer en signature électronique et recevoir le document et le stocker dans Kelio. Donc, on garantit aussi une dématérialisation totale qui permet de fluidifier aussi tous ces process. Je te laisse le mot de la fin, Florent, sur la conclusion. Oui, très concrètement, la marque employeur, c'est un concept. Donc, c'est pas forcément ça qui est le plus important. Ce qui est important pour un candidat, un collaborateur, un futur collaborateur, c'est de vivre réellement votre culture. Donc, définissez-la, assumez-la et mettez-la en pratique. Enfin, voilà, de manière extrêmement concrète. Donc, c'est oser être transparent, oser être sincère, oser être authentique, oser être simple. Les gens n'attendent pas des choses compliquées aujourd'hui. Ils veulent du vrai, du concret. Regardez ce qui marche très bien. Je fais toujours des parallèles de site e-commerce. Le site web d'Amazon, objectivement, c'est assez moche. Mais par contre, c'est pratique, c'est simple. L'expérience client, elle est simple, elle est fluide. Et bien sûr, l'expérience candidat, elle doit être fluide. Après, ne faites pas un site moche. Et là, vous avez des outils comme Kelio pour faire des choses beaucoup plus sympas que le site d'e-commerce d'Amazon. Donc, les joindre l'utile et l'agréable en même temps. Et là, vous allez embarquer effectivement des candidats intéressés, motivés, les bons candidats. Je rappelle, ce n'est pas la quantité qui fait la réussite, c'est la qualité et la pertinence des candidats versus votre culture. Et si vous allez travailler votre culture, vous aurez moins de ce que j'entends aujourd'hui des RH, des recruteurs qui disent « Ah, j'ai trop de candidatures qui ne sont pas dans ma cible. » Voilà. C'est des changements d'il y a 2-3 ans où j'entendais j'ai pas de candidat, j'ai pas de candidature dans ma cible, pas assez de candidatures. C'est souvent lié effectivement à des outils et à une culture qui est pas adéquate. Bien, merci beaucoup, Florent. Alors, on a répondu aux questions tout au long du webinaire. En plus, on a pas mal dépassé le temps, donc on reste à votre disposition si vous avez des questions ultérieurement. Simplement, un petit point rapide sur Kelio, qui n'est pas qu'un outil de recrutement, qui est aussi un SIRH complet, qui compte 5 millions d'utilisateurs au quotidien, 20 000 clients dans le monde et du coup dans 17 langues et au travers de plus de 50 pays. Donc effectivement, on a cette gestion du recrutement dont on a parlé. Je viens de parler également de toute la partie onboarding. Je n'ai pas précisé que effectivement un candidat qui est validé dans l'ATS arrive directement en tant que salarié dans Kelio. C'est un point important pour la fluidité aussi des process. Toute la partie gestion administrative, je vous ai parlé de signature électronique. On a aussi un corps RH avec tout un module de reporting. On gère tout ce qui est temps de travail, de présence, d'absence, de badgeage, de télétravail, de planification. On a une partie talent aussi avec les emplois à compétences, les entretiens, la formation, tout ce qui est paye et notes de frais. Et enfin, le contrôle d'accès pour tout ce qui est sécurité des biens et des personnes au sein de l'entreprise.
Voilà, donc une gamme complète et vous pouvez nous retrouver sur kelio.com. Je te laisse prendre la parole pour We Feel Good, Florent. Oui. Eh bien, écoutez, notre métier, il est simple et complexe en même temps. On accompagne effectivement nos clients, entreprises, collectivités sur un sujet et sur des sujets, leur communication, qu'elle soit corporate, qu'elle soit une communication de changement, de la communication dirigeante, de la communication employeur dont on a parlé, et puis bien sûr votre com interne et votre com managériale. Enfin bref, tout ce qui tourne autour de la com RH pour attirer, engager et fidéliser. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie pour votre écoute. On est désolé de vous avoir pris un petit peu plus de temps que prévu, mais vous avez vu, il y a pas mal de sujets intéressants autour de ça. Si jamais vous avez dû nous quitter, vous retrouverez le webinaire directement en replay sur la plateforme Webikeo. Voilà, on vous remercie grandement et puis on reste à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à toutes et à tous. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.